Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de vous être connectés pour ce webinaire. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui et je laisse donc la parole à Madame Pilalikov pour une petite séquence introductive. Voilà. Bonjour, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre participation nombreuse pour cette troisième édition. Ça fait la troisième année qu'on organise ce webinaire depuis que je suis arrivée à l'ARS de La Réunion. Je suis conseiller médical à l'ARS de La Réunion et je suis référente thématique pour les activités de soins dans les établissements et surtout sur les maladies chroniques, diabète, obésité. Et dans ce cas, je m'occupe plutôt de la dénutrition. Je voulais encore vous remercier pour votre implication parce que depuis 2023, on a vu quand même une augmentation de participation des acteurs du terrain. En 2024, on n'avait que 8 actions qui ont été mises en place lors de la Semaine nationale de dénutrition en 2024. Et l'année dernière, on a eu quand même 33 actions qui ont été menées et plus que 3700 personnes touchées à La Réunion. Alors, je vous remercie encore vraiment pour votre implication. Je laisse la parole au professeur Éric Fontaine. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, moi, je suis le professeur Eric Fontaine, je suis médecin nutritionniste à Grenoble et j'ai fondé avec le professeur Agathe Reynaud-Simon le collectif de lutte contre la dénutrition en 2016. Et on va vous parler entre Alan et moi de ce que c'est que la dénutrition et surtout, Alan va vous faire, lui, un focus sur comment participer, quels sont les outils et comment il faut faire pour vous inscrire pour cette semaine nationale de lutte contre la dénutrition. Diapositive suivante. Alors, la dénutrition, c'est quoi? La dénutrition, c'est d'abord un processus, mais c'est un processus qui aboutit à une maladie. Le processus, il est le suivant. Quand les apports en nutriments deviennent inférieurs aux besoins en nutriments, on va, pour continuer à vivre, prendre dans nos réserves. Et les réserves, pour ce qui concerne les réserves énergétiques, on en a de deux ordres. On a le tissu adipeux, et globalement tout le monde est content d'en perdre, et on a le tissu musculaire. Et là, le problème, c'est que quand on est malade, souvent, on a plutôt tendance à prendre dans le tissu musculaire qu'à prendre dans le tissu adipeux. C'est jamais du 100%, hein, mais c'est toujours plus en faveur du tissu musculaire quand on est malade, pour des raisons liées à l'inflammation qui est entraînée par les maladies. Alors quand on tape dans nos réserves musculaires, au bout d'un certain temps, ça a deux conséquences. La première, principalement chez la personne âgée, c'est que quand on a moins de muscles, on a plus de facilité à tomber et on a plus de facilité à se fracturer quelque chose. Et c'est souvent le début de l'institutionnalisation ou en tout cas de la perte d'autonomie. Et puis, à tout âge, vous verrez que la dénutrition ne touche pas que les personnes âgées, à tout âge, lorsque l'on diminue sa masse musculaire, on diminue ses défenses immunitaires. Le mécanisme n'est pas parfaitement compris. Hein, pour le muscle, c'est facile à comprendre. Hein, il n'y a pas de muscle, il n'y a pas de force. Tandis qu'il n'y a pas de muscle, il n'y a pas d'immunité, c'est plus compliqué à comprendre. C'est d'ailleurs pas totalement expliqué, mais par contre, c'est parfaitement connu et parfaitement corrélé. Et donc, quand on a une immunité qui baisse, lorsqu'on a une immunodéficience acquise, eh bien, on fait plus d'infections et ça augmente les hospitalisations, ça augmente les coûts de santé, mais ça augmente aussi les décès, parce que des maladies bénignes comme la grippe ou le Covid, ça peut devenir une maladie mortelle. Donc, la dénutrition, ça devient une maladie quand justement ça diminue ses capacités mécaniques et ses capacités immunitaires. Et donc, c'est une maladie qui est grave, qui va tuer des gens, mais évidemment, personne ne vous dira il est mort de dénutrition. Il va vous dire il est mort parce qu'il s'est cassé le col du fémur ou il est mort parce qu'il a fait le Covid. Diapositive suivante. Alors, qui dit maladie, dit diagnostic, et les critères diagnostiques de la Haute Autorité de Santé, ils sont les suivants. En fait, il y a plusieurs manières de rentrer dans la dénutrition par rapport à ce qu'on était avant, si on était déjà en surpoids ou si on était simplement déjà maigre. Et donc, il y a plusieurs symptomatologies cliniques. C'est pour ça qu'il faut au moins un critère phénotypique, et il y en a plusieurs de critères, un seul suffit. Le premier des critères, c'est quelqu'un qui perd du poids rapidement. Et rapidement, c'est quoi? Rapidement, c'est 5% en un mois, ou 10% en 6 mois, ou 10%
par rapport au poids habituel avant d'une maladie. C'est-à-dire que quand une maladie vous a fait perdre du poids, 6 mois après, si vous n'avez pas repris ce poids, vous êtes toujours dénutri. Donc ça, c'est la vitesse d'amaigrissement. Vous avez une autre possibilité, c'est des gens qui sont naturellement très maigres, et vous avez donc l'index de masse corporelle qui est inférieur à 18,5 chez les adultes et 22 chez les personnes de plus de 70 ans. Et puis, mais là c'est beaucoup plus compliqué, quand on n'a pas ces critères-là, on peut mesurer les paramètres musculaires, qui est une diminution de la masse et de la force chez la personne âgée, ou de la masse ou de la force chez la personne plus jeune. Mais ça nécessite des examens complémentaires un petit peu compliqués. Donc on va déjà juste se résumer à je pèse les gens et je les toise, ça me permet d'avoir une vitesse de perte de poids ou un IMC, et ça permet de faire globalement beaucoup de diagnostics de dénutrition. Alors ça, c'est le côté clinique, et il faut après un critère étiologique, c'est-à-dire une cause. Pourquoi il y a une cause? C'est parce qu'il y a de temps en temps des familles où les gens sont naturellement maigres et ont parfois des IMC inférieurs à 18,5. C'est ce qu'on appelle la maigreur constitutionnelle. C'est rare, mais ça existe. Et donc ces gens-là, ils ne sont pas dénutris. Et donc pour dire que quelqu'un qui est maigre est dénutri, il faut aussi trouver une cause. Alors la cause, elle est les gens qui mangent moins. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne mangent pas, hein, qui mangent moins, donc il faut bien les interroger. Et puis, c'est des gens qui sont malades, donc toute pathologie aiguë, une pneumopathie par exemple, chronique, une insuffisance respiratoire ou un cancer en phase de traitement, sont des causes étiologiques reconnues. Et puis, il y a une cause qui est beaucoup plus rare, c'est la malabsorption digestive. Là, c'est des gens qui mangent beaucoup et qui pourtant maigrissent. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus rare que les deux autres causes que je vous ai mentionnées au-dessus. Diapositive suivante. Alors, comme je vous disais, la dénutrition, ça ne touche pas que les personnes âgées, ça peut toucher les enfants, hein, et que quand on voit à domicile ou à l'hôpital un malade qui est hospitalisé, un enfant qui est hospitalisé, eh ben, c'est entre 7 à 20% de patients qui sont dénutris. Donc, eux, c'est la même chose, hein, c'est la même vitesse de perte de poids, mais c'est un enfant avant qu'il perde du poids, il arrête déjà de grandir, hein, donc c'est la stagnation pondérale, et vous savez qu'il y a des courbes, hein, donc la stagnation, c'est quand vous êtes sorti de deux couloirs. Et puis, il y a aussi l'index de masse corporelle. Alors, l'index de masse corporelle, il varie dans l'enfance, c'est normal. Et donc, il y a des courbes. Ces courbes, elles s'appellent les courbes IOTF. On les trouve maintenant assez facilement sur les carnets de santé. Et il y en a une de courbe qui s'appelle l'IOTF 18,5. C'est celle qui emmène les enfants à un IMC à 18,5 quand ils ont 18 ans ou 20 ans. Je me souviens plus, je crois que c'est 18 ans. Pour ce qui concerne les paramètres musculaires, en fait, la haute autorité a dit qu'il y en aurait peut-être un jour, donc ils ont été notés, on va dire, mais en fait, chez les enfants, on n'a pas de normes. Donc, en fait, on ne peut pas utiliser dans la pratique les paramètres musculaires. Et puis, les étiologies, c'est la même chose, hein, que chez les adultes. Diapositive suivante. Alors, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre et qui est contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on peut être en surpoids, on peut être en obésité tout en étant dénutri. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de graisse et très peu de muscles. Ce que je vous montre à gauche, c'est un individu qui est normal. Et quand on peut mesurer la masse musculaire avec la radiologie, vous avez à gauche en bas ce que j'appelle le jambon humain. Hein, c'est une coupe d'IRM de cuisse. Et puis vous avez ce qui est en couleur une coupe de scanner en L3. Alors ça, d'habitude, on fait des scanners pour regarder ce qu'il y a dans le ventre, s'il y a des cancers, si ça saigne, s'il y a des choses comme ça. Mais en fait, on peut aussi très bien regarder ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour, c'est la masse musculaire qu'on a ici pseudo-colorisée en rouge. Et vous voyez, cet individu, et sur sa cuisse et sur, je dirais, son ventre, il a pas mal de muscles. Et puis à l'opposé, à droite, vous voyez une personne qui est en surpoids et qui a peu de muscles. Alors sur son, entre guillemets, jambon, on voit bien, hein, qu'il y a beaucoup de graisse, il y en a même dedans, le muscle. Hein. Et puis sur le scanner, vous voyez cet individu, il a beaucoup moins de muscles en rouge que l'individu normal. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Alors quand on a les radiologies comme ça, ça saute aux yeux. Hein. Il suffit de regarder, ça saute aux yeux à ceux qui y pensent. Hein. Mais en tout cas, vous voyez très bien qu'on peut être à la fois dénutri et en surpoids avec de la graisse. Ici, cette personne, elle a de la graisse dans le compartiment abdominal, elle est en jaune, cette graisse. Et puis, dans le compartiment sous-cutané,
vous l'avez ici en bleu. Diapositive suivante. Alors, la dénutrition, ça touche combien de personnes en France? Ça touche au moins 2 millions. Pourquoi on dit au moins? Parce qu'en fait, ce chiffre de 2 millions, il procède d'un calcul de la prévalence de la dénutrition dans les hôpitaux, et puis on affecte ça au nombre de gens qui sont hospitalisés, et on arrive à 2 millions. Et donc, il y a aussi tous ceux qui sont dénutris sans passer à l'hôpital. Voilà, 2 millions, c'est vraiment un plancher. Et puis, vous voyez que ça touche tous les âges, hein, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Diapositive suivante. Ici, c'est un chiffre qui vient de la Caisse nationale d'assurance maladie sur le nombre de patients en France qui ont été remboursés d'un complément nutritionnel oral en 2022. Et vous voyez qu'il y a eu 1,3 million d'assurés qui ont été remboursés. Alors, je vous dis 2 millions parce qu'il y a des gens, de toute façon, qui ne sont pas reconnus. Alors, ils le sont, dénutris, mais ils ne sont pas diagnostiqués, ils ne sont pas traités, c'est ça le problème. Et là, donc, vous voyez que sur ces 1,3 million, eh ben, il y a 1 million de personnes qui ont plus de 65 ans. Donc ça, on dit, ben voilà, c'est vraiment une maladie de personnes âgées. Non, non, il y en a aussi à tous les âges. Mais comme je vous ai dit, comme la dénutrition, c'est souvent une seconde maladie qui est venue parce qu'il y avait une première maladie qui coupait l'appétit, un cancer ou une insuffisance d'organes, par exemple, hein, eh bien, comme il y a plus de maladies quand on est âgé, la probabilité d'être malade, elle augmente avec l'âge, donc la probabilité d'être dénutri augmente avec l'âge. Mais il ne faut pas considérer que c'est une maladie spécifique de la personne âgée, c'est une maladie spécifique de ceux qui ont une maladie chronique, quel que soit l'âge de la maladie chronique. Diapositive suivante. Ici, c'est un repérage de la dénutrition, c'est ce qui remonte officiellement en médecine, chirurgie et obstétrique sur 600 000 personnes hospitalisées. Et là, vous voyez qu'on vous dit la prévalence de la dénutrition, elle augmente avec l'âge. Ça, c'est pas vrai. Quand on fait les choses et on le fait sérieusement, la prévalence, elle est la même à 18 ans qu'à 80 ans. Mais on y pense moins et on ne repère pas les jeunes qui sont dénutris parce qu'on considère que la dénutrition, c'est un problème de personnes âgées. Et la deuxième chose, c'est que quand on prend ce qui remonte, vous voyez qu'actuellement, on considère que 9% des patients hospitalisés sont diagnostiqués, en tout cas ça remonte, alors qu'en fait toute la littérature nous dit que c'est au minimum 30%. Donc cette idée qu'on perd du diagnostic, c'est mieux que rien. Il y a 20 ans en arrière, c'était même pas 1%. C'est-à-dire qu'en gros, on trouvait que c'était complètement normal que les gens maigrissent quand ils étaient malades. Donc on n'avait pas mis une étiquette sur cet amaigrissement. Voilà. Diapositive suivante, là c'est celle-là. Non, voilà, c'est bon, merci. Là c'est le même exemple sur une cohorte, hein, c'est juste un exemple sur 345 adultes qui ont été hospitalisés. Et dans ce service, quand on a fait un vrai screening, on se rend compte qu'il y a 64% des patients qui ont des critères de dénutrition. Et pour autant, quand on regarde ce qui est remonté dans le codage PMSI, eh bien, il n'y en a que 24%. Donc là, vous voyez, encore une fois, on en perd toujours 1 sur 3. Diapositive suivante. Alors, la bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle, attendez, si on pouvait revenir en arrière, voilà, merci. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est que, en fait, la dénutrition, c'est une maladie, mais c'est une maladie qu'on peut traiter. Alors, ici, vous avez une grande étude qui a été publiée dans le Lancet en 2019 sur 2000 personnes qui ont été hospitalisées dans les hôpitaux suisses. Et on a randomisé les gens en disant on va regarder ce qu'ils mangent spontanément, c'est les histogrammes bleus, et puis ce qu'ils mangent quand il y a un effort diététique qui est fait, c'est-à-dire qu'une consultation avec un diététicien, et en règle générale, une densification d'alimentation, parfois complétée par des compléments nutritionnels oraux. Et ça, c'est les histogrammes roses. Et là, on voit quoi? On voit que quand on fait l'effort d'aller s'occuper comme il faut des malades hospitalisés, ben, ils arrivent plus à manger plus. Alors, il n'y en a aucun, en fait, qui arrive encore à 100% de ses besoins. Mais vous voyez qu'on peut quand même gagner les besoins énergétiques et gagner les besoins protéiques. Et ça a quoi comme conséquence? Eh bien, la conséquence, elle est énorme. Ça diminue la mortalité à 30 jours. Les patients, ils ont été suivis 30 jours après la sortie de l'hôpital. Eh bien, il y avait dans le groupe
bleu les contrôles, ceux à qui on donne un plateau repas normal en disant débrouillez-vous, eh bien, il y avait 10% de mortalité. Dans les groupes roses, il n'y avait que 7%. C'est-à-dire qu'avec une simple, entre guillemets, simple intervention diététique, on a diminué la mortalité de 30%. Et moi qui suis un ancien réanimateur, je peux vous dire que des médicaments qui diminuent la mortalité de 30%, en dehors des antibiotiques et des médicaments qu'on utilise en réanimation, eh ben, j'en connais pas. Ça veut dire qu'on va donner pendant toute notre vie des médicaments à des malades, et c'est certainement très important de prévenir, de traiter l'hypertension, le diabète, le cholestérol, tout ça, mais ça ne va pas diminuer la mortalité à 30 jours, ça va la diminuer beaucoup plus longtemps. Donc c'est juste pour vous souligner l'importance d'un traitement qui n'est pas un traitement médicamenteux, qui est un traitement diététique, mais qui est diablement efficace. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire du bruit, c'est qu'il faut dire cette maladie, elle existe, elle est dangereuse, mais on peut la prendre en charge. Et ça, c'est vraiment important, et c'est pour ça qu'il faut alerter tout le monde, la population générale, pour que les gens disent, attendez, est-ce que je suis dénutri ou est-ce que la personne que j'aide est dénutrie, et aussi les soignants qui très souvent n'ont pas pris conscience de cette réalité. Bon, il faut dire qu'elle est relativement récente, 2019, que cette réalité, c'est que la dénutrition, si on la prend en charge à l'hôpital, à domicile c'est probablement vrai aussi, mais à l'hôpital c'est sûr et certain, eh bien ça diminue la mortalité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire du bruit et qu'il faut essayer d'enseigner ça à tous les soignants et aussi à tous les malades et à tous les aidants ou l'entourage de ces malades pour que tout le monde, quelque part, revendique ce droit à être nourri comme il faut quand ils sont malades. Diapositive suivante. Et donc, maintenant, je vais laisser la place à Alan pour qu'il vous explique comment, dans la pratique, si on a envie de faire du bruit, on peut faire avec l'aide du collectif. Alan, c'est à vous. Merci beaucoup, professeur Eric Fontaine, de nous avoir dressé ce tableau aussi détaillé de ce qu'est la dénutrition. Alors oui, comme annoncé, moi, je me présente rapidement, Alan Fossani, je suis coordinateur de la Semaine nationale de la dénutrition et je vais vous présenter comment vous pouvez participer à la semaine, quelles sont les opérations thématiques qui sont proposées par le collectif à l'occasion de cette semaine de mobilisation. Et puis je vais vous présenter aussi en détail les outils que vous pouvez commander à l'occasion de la semaine pour pouvoir consolider vos actions. On a tout un tas d'outils et de kits de communication que vous pouvez recevoir gratuitement via une commande pendant la semaine. Donc voilà, c'est toutes ces modalités très pratiques que je vais vous présenter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un petit retour sur la précédente édition de la Semaine nationale de la dénutrition, puisque c'est de loin l'édition de tous les records. Et on a eu plus de 3200 organisations qui sont enregistrées sur la plateforme de labellisation du collectif et qui ont fait labelliser 3700 projets, ce qui représente au total plus de 20 000 actions. Et je rejoins ce qui a été dit par Madame Lipkoff en début de webinaire. La mobilisation à La Réunion a été très importante. Ça a été de loin la mobilisation la plus forte à La Réunion, mais aussi dans la France ultramarine depuis le début de la semaine. Donc, on en est absolument ravis. On espère qu'il y aura le même engouement cette année, voire encore plus. Donc, au total, on estime que la semaine a impacté plus d'1 million de personnes, c'est-à-dire que les actions ont sensibilisé, ont parlé à au moins 1 million de personnes, et l'ensemble de ces projets ont été consolidés avec plus d'1,5 million de flyers envoyés à travers plus de 2000 kits de communication. Donc, cette diapositive-là, je vous la partage et je vous l'explicite un peu parce que depuis 2020, depuis la première semaine nationale de la nutrition, on voit qu'il y a eu un véritable engouement, que c'est une mobilisation qui a essaimé au fur et à mesure, et donc ça provient aussi l'importance de se mobiliser sur ces enjeux, et ça prouve aussi que la dénutrition, ça fait partie du quotidien de nombreux établissements, de nombreux services. Et d'où l'importance de faire du bruit. Alors, pour ceux et celles qui sont familiers avec la semaine, ça va peut-être être de la redite, mais
pour ceux et celles qui n'y ont pas encore participé, la Semaine nationale de la dénutrition, c'est une semaine d'action dans toute la France, avec bien entendu les acteurs du médico-social et du sanitaire, hein, qui ont très bien identifié la semaine et qui connaissent plutôt bien la dénutrition, mais aussi de nombreux autres secteurs qui y prennent part. Je pense par exemple au secteur de la restauration collective, avec lequel le collectif travaille régulièrement et au sein duquel de nombreuses actions, de centaines d'actions ont été mises en place l'année passée. Cette année, la semaine se tiendra du 16 au 22 novembre. Historiquement, elle a toujours lieu au mois de novembre, à la mi-novembre, et donc elle s'adresse à toute la France, France métropolitaine et France ultramarine. Vous voyez, il n'y a aucune région qui est en reste, hein, sur la carte. On ne voit plus on voit plus le fond de carte. La carte est remplie d'actions. Donc ça montre aussi l'engouement qu'il y a eu autour de cette édition. Et cette mobilisation, elle est principalement soutenue par la puissance publique. Il y a de nombreuses directions du ministère de la Santé, notamment, qui nous soutiennent et qui subventionnent la semaine. On a aussi l'assurance maladie, l'assurance retraite et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et puis, la dénutrition, eh bien, à force de mobilisation, est de plus en plus présente dans le discours, dans le débat public. C'est pour ça qu'on a mis le logo du Programme national nutrition santé, eh bien, parce que dans le dernier PNNS, le PNNS 5 qui est sorti il y a un peu plus d'un mois et demi maintenant, la dénutrition apparaît à plusieurs dizaines de fois. Et ça n'était pas le cas dans les précédentes versions du PNNS. Donc, on en est absolument ravis. Puis on est ravis de voir aussi que ces mobilisations portent leurs fruits. Alors, à qui s'adresse la semaine de la dénutrition? Eh bien, en réalité, à des milliers d'acteurs. Euh, on les a regroupés en typologie, mais il y a vraiment des milliers d'acteurs de tout genre qui prennent part à la semaine. On a bien entendu les établissements médico-sociaux, que ce soit les EHPAD ou les résidences autonomie ou même les foyers, qui sont très au fait de la dénutrition, hein. Ils participent vraiment chaque année. Elle est régulièrement identifiée. C'est la même chose pour les établissements de santé avec les hôpitaux et les cliniques. Mais pas que, on a aussi de nombreuses entreprises qui participent à la semaine. Je vous parlais du secteur de la restauration collective. Je vous donne l'exemple de Sodexo, par exemple, qui a mené plusieurs centaines d'actions à l'occasion de la présente semaine. On a aussi des associations d'envergure nationale ou d'envergure un peu plus locale. Exemple avec France Alzheimer, hein, qui se mobilise chaque année de manière conséquente pour la semaine. Et puis, on a vu aussi progressivement émerger des acteurs de type professionnel du premier recours. Donc, que ce soit des médecins spécialistes ou généralistes de ville, que ça soit également des pharmacies, des officines ou encore des CPTS. Et ces professionnels du premier recours, nous, on essaye de les accompagner et de les atteindre aussi par la production de différents outils, puisque en fait, ce sont des maillons assez stratégiques, puisque directement en contact avec le grand public. Et donc, pour faire de la sensibilisation, pour parler de dénutrition à des personnes qui potentiellement n'en ont jamais entendu parler, c'est vraiment des relais, ce sont vraiment des relais importants et stratégiques pour nous. Alors, quelles sont les actions que vous pouvez mener à l'occasion de la semaine? On les a regroupées dans des grandes typologies, mais pareil, elles sont toutes assez variées. Mais grosso modo, vous pouvez mener des actions pendant les repas. L'année dernière, on a eu beaucoup d'ateliers culinaires qui mobilisaient les résidents, donc d'ateliers de sensibilisation pendant les repas qui ont été menés. Il y a aussi des actions de communication qui sont assez simples à réaliser si vous débutez, si c'est votre première participation à la semaine. Donc ça peut être de l'affichage, ça peut être de la distribution de flyers sur un stand dans le hall d'un établissement ou directement auprès de patients ou de résidents ou de proches, ou même du grand public. Ça peut être aussi une campagne de communication numérique. Enfin, voilà, la communication, c'est assez large et ça permet de mener des actions assez facilement. Il y a aussi des actions de sensibilisation qui prennent souvent la forme de conférences, de colloques à l'échelle d'un établissement, d'un service ou à une échelle un peu plus importante, à l'échelle d'un canton, d'une commune, d'un département. Il y a aussi des actions de formation, principalement à destination des professionnels, qui sont données, donc des formations de repérage par exemple, des actions de prévention ou encore des actions de dépistage. Je pense par exemple à des ateliers de mesure de la force de préhension avec un hand grip par exemple.
Donc, vous voyez, vraiment, il y a une grande typologie d'actions. Le message qu'on souhaite faire passer, c'est que la semaine, elle permet avant tout de valoriser les actions qui sont menées en faveur de la lutte contre la dénutrition. Donc, euh, si vous menez des actions en amont ou en aval de la semaine de la dénutrition, pensez quand même à les déclarer sur la plateforme d'enregistrement. Elles feront quand même l'office d'une labellisation. On n'est pas à quelques semaines près sur la mobilisation. Donc, n'hésitez pas à les déclarer. L'important, c'est qu'on puisse valoriser ce que vous faites. Et puis, si vous participez pour la première fois, ne vous censurez pas. Ne pensez pas qu'il y a besoin de faire une grande action pour participer à la semaine, hein. Vous pouvez vraiment faire du coup humain avec vos ressources et avec le temps disponible que vous avez à allouer à cette action. Alors pourquoi s'engager dans la semaine nationale de la dénutrition? Eh bien, pour combattre une maladie, ça a été dit un peu plus tôt, mais qui touche plus de 2 millions de personnes en France et on est très certainement en deçà de la réalité. Pour se mobiliser aussi aux côtés d'un vaste réseau de plusieurs milliers d'acteurs, 3700 l'année dernière, mais qui ne cesse de grandir, hein, et pour lequel on voit vraiment un socle se constituer. Pour également se former sur un sujet qui peut toucher toutes les tranches de la population, que ça soit l'enfant, que ça soit la personne adulte, qui suit un traitement anticancéreux ou une personne âgée en perte d'autonomie. Et puis pour participer à une prise de conscience générale du grand public autour des enjeux de la dénutrition, c'est vraiment le moment pour mettre un coup de projecteur sur sur la maladie, sur ses enjeux et aussi pour eh bien tordre le cou aux idées reçues. Il y a beaucoup d'idées reçues autour de la dénutrition, ne serait-ce que par exemple l'idée qu'il soit normal de maigrir en vieillissant. Eh bien toutes ces idées-là, elles sont à combattre puisqu'elles complexifient le repérage de la dénutrition et puis parce qu'elles ralentissent la prise de conscience, alors qu'on l'a vu, c'est une maladie qui est très répandue et silencieuse. Alors, en plus de toute cette mobilisation citoyenne, il y a plusieurs opérations thématiques qui sont menées par le collectif. Je vais en présenter plusieurs. On a notamment l'opération Cuisine ouverte. C'est une opération qui met en fait un accent tout particulier sur l'importance de l'alimentation dans le secteur de la restauration collective pour lutter contre la nutrition, mais plus généralement de l'importance des repas et du soin accordé à la nutrition. Donc, si vous souhaitez participer à l'opération Cuisine ouverte, on vous propose de vous appuyer sur un économat sucré et un économat salé qui sont proposés par les chefs partenaires du collectif et desquels vous allez pouvoir vous inspirer pour créer des recettes qui vont mettre en avant l'enrichissement, mais aussi le beau et le bon, que vous allez pouvoir créer en compagnie des résidents, des animateurs et des chefs de cuisine à l'occasion de la semaine de la dénutrition. Ça fait l'objet d'une action, bien entendu, et que vous allez pouvoir après photographier et mettre en avant et relayer sur les réseaux sociaux. L'année dernière, on a eu une forte participation à l'opération Cuisine ouverte. On a un peu plus de 900 établissements qui ont participé. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire ce que je vous ai présenté, donc choisir une recette et la confectionner avec des résidents, animateurs, chefs à l'occasion de la semaine. Et puis vous pouvez ensuite transmettre une fiche d'analyse nutritionnelle au collectif. Et à ce moment-là, vous entrez dans une participation au concours Cuisine ouverte. Et cette fiche-là, votre candidature, elle sera étudiée par un jury qui, en janvier, décernera trois prix pour les recettes salées et qui décernera 6 prix, pardon, 3 prix pour les recettes salées et 3 prix pour les recettes sucrées. Et ça donnera l'occasion d'une remise en main propre de prix à l'occasion d'un congrès en avril 2027. Donc, n'hésitez pas à consulter à la fin du mois. On va très prochainement publier l'ensemble des documents et du kit pour participer à l'opération et ou au concours Cuisine ouverte. N'hésitez pas à consulter le site du collectif pour avoir l'ensemble des informations. Et puis, une autre thématique hein, qu'il est important d'aborder quand on parle de lutte contre la nutrition, c'est l'activité physique et notamment l'activité physique adaptée. Et pour ça, depuis 2020, on mène avec un de nos partenaires, l'association Ciel Bleu, l'opération Petit pas à grande victoire, tous unis contre la dénutrition, qui en fait est une vaste opération de sensibilisation à l'activité physique adaptée en s'appuyant sur le relais des éducateurs de Ciel Bleu.
Donc l'année dernière, il y a eu plus de 6 000 heures d'activité physique adaptée qui ont été données rien que sur la période de la semaine, adossé à un message de sensibilisation à la dénutrition. Et donc la thématique de l'activité physique adaptée, c'est vraiment quelque chose qui peut être aussi utilisé si vous souhaitez vous mobiliser pendant la semaine de la dénutrition. Donc ça peut être un atelier, ça peut être une présentation des bienfaits de l'activité physique adaptée, par exemple. Alors, je vous ai remis quelques photos du concours cuisine ouverte. Là, vous pouvez voir que l'année dernière, le thème, c'était le chou sucré et le chou salé. Vous voyez que ça donne de très belles réalisations. L'année dernière, on a eu plus d'une trentaine de participations au concours. Voilà, et donc ça donne appétit et ça donne, comme je disais, de très beaux projets. Alors, en plus de ces opérations, le collectif propose un programme de webinaire thématique avec des professionnels chevronnés sur tous les enjeux qui gravitent autour de la dénutrition. L'année dernière, on a par exemple parlé de dénutrition et de santé mentale, on a parlé d'alimentation et de train de vie, on a parlé de troubles de la déglutition avec le concours de la Fédération nationale des orthophonistes, on a parlé des enjeux éthiques de la dénutrition, on a parlé de santé bucco-dentaire et de son rôle dans la prévention de la nutrition, etc., etc. Le but, c'est vraiment d'avoir un programme qui soit le plus riche possible et qui permet vraiment d'aborder la dénutrition bien un petit peu sous toutes les coutures. Ce programme, il sort fin septembre et il est ouvert au grand public, donc vous pourrez vous y inscrire en suivant les actualités du collectif sur le site internet, sur la page LinkedIn ou en vous abonnant à la newsletter. Et vous le voyez, il est à la fois proposé par le collectif, mais aussi par les partenaires du collectif. Dans les cases bleues, ce sont les webinaires qui ont été donnés à l'occasion de la semaine 2025. Donc, vous voyez, on avait un webinaire avec France Alzheimer, on avait un webinaire avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, on avait un webinaire avec un de nos partenaires, Happy Restauration, un spécialiste de la restauration collective, et on a parlé dénutrition et handicap, on a parlé nutrition et santé mentale et on a parlé croyances et réalité sur les liens entre Alzheimer et la nutrition. Donc, on a eu beaucoup d'inscrits l'année dernière, plus de 6 000 inscrits, et on espère que vous serez également au rendez-vous pour les webinaires de 2026. Sachez également que si vous voulez consulter et que ce programme vous intéresse, vous pouvez retrouver tous les replays des webinaires sur la chaîne YouTube du collectif. Alors, un autre projet qui est mené par le collectif et qui là se destine plutôt aux résidences et autonomie et aux EHPAD, c'est le label établissement gourmand. Le label établissement gourmand, c'est un label qui a pour vocation de valoriser les établissements qui apportent un soin particulier à la restauration, que ce soit par le choix des produits, que ce soit par la maîtrise des arts culinaires, que ce soit par l'attention accordée à la nutrition et au régime des patients ou des résidents. C'est un label qui se passe en 2 temps. Vous pouvez d'abord y participer en envoyant votre dossier de candidature qui sera ensuite examiné. Et si le dossier est retenu, eh bien, il y a des audits sur place par des chefs qui sont réalisés et qui permettent donc de mesurer tout un tas de critères qui suivent un cahier des charges structuré autour de la restauration, de la nutrition, de la maîtrise des arts culinaires et de la qualité des produits. Et une fois l'audit réalisé, eh bien, l'établissement se voit ou non décerner le label établissement gourmand, où il y a aussi une notation intermédiaire qui, euh, qui souligne les démarches euh, qui pourraient correspondre à une labellisation établissement gourmand. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du collectif pour retrouver davantage d'informations et puis pour retrouver les modalités de participation au label. Alors maintenant que je vous ai présenté toutes les opérations thématiques, je voudrais vous présenter un peu plus en détail le fonctionnement de la plateforme de commande et de labellisation, qui est vraiment la plateforme d'inscription à la Semaine nationale de la dénutrition, sur laquelle on vous incite fortement à déclarer vos actions si vous en menez, puisque c'est vraiment cette plateforme qui centralise toutes les données de participation à la semaine. Alors pourquoi on a fait une plateforme? Eh bien, on a fait une plateforme pour que vous soyez plus autonome dans la déclaration de vos actions et dans la commande de vos kits de communication. Et puis pour nous faciliter aussi à récolter les différentes données, les différentes métriques liées à la mobilisation pendant la semaine de la dénutrition. Donc, cette plateforme, elle est décomposée en 3 formulaires, un formulaire d'inscription, un formulaire d'action et un formulaire de commande des kits de communication.
Le principe est assez simple. Vous allez utiliser votre numéro SIRET que vous pouvez retrouver en tapant le nom de votre établissement ou service sur Google plus SIRET. Et ce numéro SIRET va vous permettre de vous connecter, de vous déconnecter à la plateforme et donc de revenir sur votre action, de la déposer, de revenir après sur vos commandes de kit de communication. Si vous avez jamais entré votre numéro SIRET sur la plateforme de la semaine, sachez que on va vous demander quelques questions liées à votre participation à la semaine, on va vous demander également quelques informations de contact. Et une fois que vous les aurez rentrées, vous n'aurez plus à ressaisir ces informations. Vous arriverez directement sur l'espace de dépôt des actions ou sur l'espace de commande des kits de communication. Si l'année dernière, vous êtes déjà enregistré avec votre numéro SIRET sur la plateforme, vous n'aurez plus à repasser par le formulaire d'inscription. Vous arriverez directement sur le formulaire de commande et ou de dépôt des actions. Cette année, on met plusieurs outils à la commande, hein, les flyers thématiques que je vais vous présenter après, le flyer d'autodépistage par AD, les flyers accompagnant la prescription et la délivrance des compléments nutritionnels oraux qui se destinent aux médecins et aux pharmacies, un carnet de suivi de poids en oncologie, une affiche pour la restauration collective, les badges de la Semaine nationale de la dénutrition qui concerne aussi bien les professionnels que le grand public, et puis le flyer d'aide au dépistage des troubles des conduites alimentaires. Notez bien cette date, le 25 septembre, c'est la date maximum, c'est la date butoir pour commander vos kits de communication que vous recevrez donc gratuitement dans votre boîte aux lettres. On a besoin d'un certain délai pour qu'on puisse imprimer et envoyer ces kits de communication et de sorte à ce que vous puissiez les recevoir en amont de la semaine et que ça vous permette de consolider, d'étoffer vos actions. Donc retenez bien cette date, vous devez vous inscrire et commander vos kits avant le 25 septembre 2026. Donc, vous ai remis rapidement à la procédure pour vous inscrire et puis pour déposer vos actions. Pour déposer votre action, c'est très simple. Une fois que vous êtes enregistré, que vous vous êtes reconnecté, vous cliquez sur Nouvelle action et vous saisissez les détails de votre action. Vous recevrez un mail de confirmation d'enregistrement et puis une fois que votre action sera labellisée, vous pourrez alors utiliser le logo de la Semaine nationale de la dénutrition, hein, qui est un logo propriétaire du ministère de la Santé. C'est pour ça qu'on doit mettre en place cette procédure de labellisation. Et vous pourrez donc utiliser ce logo et la poser sur vos supports et vos supports papier ou vos supports numériques que vous utiliserez pour promouvoir votre action. Les actions, vous pouvez les déclarer, les modifier jusqu'au 20 novembre. Là, on a bien entendu un délai beaucoup plus étendu puisqu'on n'a pas de sujet d'impression ou d'envoi de quoi que ce soit. Donc, vous avez jusqu'au 20 novembre pour déclarer vos actions et pour revenir et pour les modifier. Et ça permet aussi à d'éventuels participants qui seraient intéressés par la mobilisation en voyant d'autres participants pendant la semaine de s'enregistrer et de participer également jusqu'au dernier moment. Puis pour commander vos kits, eh bien c'est très simple. Vous devez d'abord enregistrer un dépôt d'action et puis après vous cliquerez sur passer aux commandes et vous aurez donc toute la boutique qui s'affichera avec des kits ou des flyers ou d'autres documents à commander avec un système de choix des quantités. Alors concrètement, quels sont les outils qui sont disponibles à la commande? Vous avez donc des flyers thématiques, le flyer grand public, le flyer soignant et le flyer acteur du domicile. Ces flyers, ils sont construits de sorte à ce que vous ayez un maximum d'informations sur la dénutrition rapidement. Donc, vous avez des informations sur ce qu'est la dénutrition, comment la repérer, comment la prendre en charge et comment repérer les symptômes de la dénutrition. Le discours est un peu modifié en fonction du public cible du flyer, mais c'est grosso modo la même idée pour chacun d'entre eux. Vous avez aussi le flyer Falk qui a été donc rédigé en facile à lire et à comprendre et qui s'adresse aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne maîtrisent pas entièrement le français. Le Falk permet, avec un système de pictogrammes très facile à comprendre, de faire passer les mêmes informations. Donc vous voyez, vous avez par exemple sur la dénutrition, qu'est-ce que c'est? Une balance, un bonhomme rayé qui indique une perte de masse musculaire, etc., etc. Donc, ce flyer en Falk, il est intégré dans votre kit de base que vous allez recevoir lorsque vous allez passer commande.
Vous avez aussi le Flyer Parade. Le Flyer Parade, c'est un outil qui a été développé par le professeur Agathe Redon-Simon, donc la présidente du collectif, et qui permet, avec un système de pictogrammes euh, et de questions, d'évaluer le risque nutritionnel encouru ou non par une personne. Donc, vous avez 4 questions, trois résultats qui peuvent en sortir. Et ça permet donc d'évaluer les risques nutritionnels et ça incite une personne ou non à aller consulter un médecin donc ou un professionnel de santé. Et ces flyers, en fait, ils sont très pratiques parce ils sont tout petits et puis ils peuvent être distribués très facilement et ou apposés dans une salle d'attente, par exemple, et rendus disponibles pour les personnes qui souhaiteraient ou qui passeraient. On propose également un carnet de suivi de poids qui se destine plutôt au secteur de l'oncologie et qui permet d'évaluer, d'avoir un tableau de référencement des évolutions du poids d'une personne. Les personnes qui suivent un traitement anticancéreux, elles sont particulièrement à risque en ce qui concerne la dénutrition. Donc, c'est important d'avoir un suivi régulier du poids euh, pour tout simplement parce que la toxicité de la chimiothérapie dépend du poids de la personne. On a aussi une affiche qui se destine au secteur de la restauration collective et qui vient en complément du guide d'action de la restauration collective. Elle s'adresse principalement aux cuisines et son objectif, c'est de dispenser aux professionnels des conseils simples pour faire du repas un soin à part entière. Vous avez également les badges officiels de la Semaine nationale qui se destinent aux professionnels et au grand public. L'année dernière, on a créé ces fiches d'aide à la prescription des compléments nutritionnels oraux et à la délivrance des CNO qui s'adressent aux médecins et aux pharmacies. Et l'idée, c'est vraiment de proposer des bonnes pratiques pour prescrire et pour délivrer des compléments nutritionnels oraux, que ça soit au niveau de la temporalité de délivrance, que ça soit au niveau des équivalences entre les produits et l'apport nutritionnel de ces produits. Il y a aussi une fiche patient qui est à donner et qui permet aux patients d'avoir un suivi plus régulier de sa prise de CNO. Cette année, on a également produit le flyer qui se destine plutôt aux professionnels d'aide au repérage des troubles des conduites alimentaires, des TCA. La dénutrition, ça fait partie de ces maladies qui qui recoupent en fait, enfin les troubles des conduites alimentaires elles recoupent différentes maladies et la dénutrition en est une. Et vous voyez, vous avez un bonhomme avec les différents signes cliniques qui peuvent alerter sur des potentiels troubles des conduites alimentaires. Vous avez également une étoile qui permet aussi de repérer les professionnels qui sont les plus exposés et qui sont les plus concernés parce que en fait les personnes atteintes de troubles de conduite alimentaire elles consultent de nombreux professionnels. Donc voilà, c'est un flyer qui est tout nouveau, tout neuf et n'hésitez pas à le commander si c'est quelque chose qui peut faire écho avec vos quotidiens. Voilà, je vous ai remis rapidement la répartition des commandes en 2025. Vous pouvez voir que le flyer parade, il a été massivement commandé, parce que c'est très pratique pour sensibiliser. Il y a aussi les flyers soignants et puis les flyers aidants et à domicile qui ont été massivement diffusés. Et puis, en bout de fil, on a les flyers CNO pour les officines de pharmacie, les affiches grand public et les affiches restauration collective. Alors, en plus de ces outils qui sont disponibles à la commande, on met à votre disposition des outils complémentaires que vous pouvez retrouver sur le site du collectif. On a tout un tas de guides d'action qui se destinent aux résidences autonomie, à l'hôpital, aux EHPAD, aux personnes en situation de handicap, aux acteurs de la restauration collective. Enfin, il s'adresse vraiment à beaucoup de secteurs qui sont confrontés aux enjeux de la dénutrition et puis aussi à des personnes, des catégories de personnes, que ce soit des professionnels accompagnant les personnes atteintes du cancer, que ce soit les personnes atteintes du cancer, que ce soit les proches aidants, que ce soit les personnes en situation de handicap. L'idée, c'est vraiment de proposer des bonnes pratiques pour repérer et puis pour dépister et prendre en charge la dénutrition. Et ce sont aussi des guides intéressants puisque si vous les consultez, vous verrez qu'il y a des idées d'action à mener à l'occasion de la Semaine nationale de la dénutrition qui y sont proposées. Donc tous ces guides, vous pouvez les retrouver sur le site et puis je vais également vous mettre les liens dans le chat juste après. En 2024, on a développé avec le concours de la Caisse nationale d'assurance vieillesse une campagne de communication en ligne qui s'adressait aux aides à domicile et qui, avec en fait un système d'indices, permettait de sensibiliser et
de dire aux aidants, ben voilà, si jamais vous remarquez que la taille des vêtements est réduite, que le temps passé au lit augmente, que le contenu du frigo est plein, eh bien, ça peut être des signaux qui annonciateurs d'une personne dénutrie. Donc, ce sont des signaux qui méritent une attention toute particulière. Donc ça, ces affiches-là, elles sont disponibles. Vous pouvez les relayer également. Vous pouvez les imprimer et les utiliser. Tout est disponible de nouveau sur le site du collectif. L'année dernière, on a aussi construit une vidéo en motion design qui met en scène Paul, un retraité d'Inutri. Et Paul, il est mis en scène dans des situations du quotidien. Donc, on voit clairement, concrètement, les effets de la dénutrition sur les situations très communes. Donc, que ce soit Paul en train de faire du sport, que ce soit Paul en train de cuisiner, en train de se brosser les dents, ou Paul à table avec des proches. Cette vidéo, elle est adaptée aux différents formats, hein, que ce soit Instagram ou LinkedIn. Puis il y a deux versions, il y a une version longue et une version courte. Elle est très ludique et elle permet de comprendre très facilement ce qu'est la dénutrition et ses implications concrètes. Alors toutes ces ressources, hein, vous pouvez les retrouver sur un moteur de recherche, une plateforme de ressources qui s'appelle l'Académie de la lutte contre la nutrition, et vous allez pouvoir y trouver tout un tas d'outils opérationnels, que ce soit donc des replays, que ce soit les rapports, que ce soit les vidéos, la campagne d'affichage dont je vous parlais. C'est vraiment très large, elle est très fournie. Il y a un système de filtre qui permet de cibler les éléments que vous souhaitez consulter en priorité. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui centralise un grand nombre de ressources et que je ne peux que vous inviter à les consulter. Et si vous voulez suivre et ou contacter le collectif, eh bien, je vous invite à vous rendre sur LinkedIn, sur la page LinkedIn du collectif. Elle est au nom, de celui-ci, Collectif de lutte contre la nutrition. Et vous pouvez, en vous rendant sur le site du collectif, vous inscrire sur votre newsletter. Il y a le même niveau d'information qui passe par LinkedIn que par la newsletter. Et elle vous permettra de recevoir en temps réel toutes les communications autour de la semaine, et notamment le programme de webinaire, par exemple, que vous recevrez directement dans votre boîte mail si vous inscrivez à cette newsletter. Merci à tous de nous avoir écoutés. Alors, il nous reste encore un peu de temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le chat ou éventuellement, vous pouvez également lever la main pour prendre la parole. Bon, peut-être est-ce que parmi certaines d'entre vous, vous avez déjà participé à la Semaine nationale de la dénutrition ou peut-être est-ce que vous comptez y participer? En attendant que les questions arrivent, je vais vous remettre dans la conversation, dans le chat, euh, les différentes ressources dont je vous ai parlé. Alors, on a une question. En tant qu'élève en BTS diététique, peut-on y participer? Oui, tout à fait. En fait, on n'a pas vraiment de restrictions hein, sur qui peut participer à la Semaine nationale de la dénutrition. Vous pouvez y participer, peut-être que il y a quelque chose qui est prévu avec votre école. Vous pouvez y participer seul ou à plusieurs, mais oui, oui, c'est tout à fait possible. A priori, la Clinique des Orchidées a participé l'année dernière. Est-ce que vous voulez nous faire un petit retour de votre action et quelles étaient les difficultés ou des points des points intéressants que, voilà, voilà. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez éventuellement prendre la parole à l'oral. Bonjour, est-ce qu'un service de chirurgie de durée de séjour très courte peut participer? Oui, oui, tout Mhm. à fait. Bien sûr. Il y a pas vraiment de restriction. N'importe quelle. En fait, c'est surtout l'action que vous allez mener. Il faut que ça soit une action qui soit adaptée à la réalité de vos services, qui soit adaptée aussi au temps que vous avez accordé, mais vous pouvez totalement y participer. Il y a la Clinique des Orchidées qui n'ont pas la main pour parler.
Alors, normalement, vous pouvez prendre la parole. Il vous suffit juste d'activer votre micro. Je vous ai donné les droits. Oui, Merci. bonjour, merci. Docteur Ponchel, je suis le médecin, président du clan de la clinique Les Orchidées. Nous, on organisait des actions depuis le début de la semaine de la dénutrition. Et puis, effectivement, l'année dernière, on avait transféré une action qui était un poster pour bénéficier de l'envoi des différents flyers, qui était un poster pour les enjeux de la nutrition, l'optimisation de la nutrition en préopératoire avec les enjeux de cicatrisation, de prévention des infections, de site opératoire, qui était notre cœur d'activité qu'on avait construit avec les professionnels de terrain. Donc, on avait utilisé cette action. Et puis, on a fait des actions au décours de la semaine. La participation en groupe aux conférences qui étaient proposées, ça nous permettait de caler un clan cette semaine-là et d'avoir des échanges après avec les professionnels et redonner un petit peu du sens à ce qui était fait en local. Et on a fait des interventions avec les diététiciennes dans les services en allant présenter les outils et en faisant un petit concours d'utilisation du hand grip. Voilà, donc ça a mis un petit challenge qu'on a pu publier et ça a bien fonctionné. Et puis faire passer les quiz à visée pédagogique et aussi une rencontre avec les usagers à l'occasion d'une d'une demi-journée de présence dans le hall d'accueil. On avait fait le choix de présenter des plateaux repas équilibrés, et de faire trouver les erreurs, entre guillemets, le plateau des erreurs, ou en prenant des photos c'était pas des vrais plats, mais en simulant, pour travailler sur l'équilibre nutritionnel. Voilà un petit peu ce qu'on a fait en local l'année dernière. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est beaucoup de choses. C'est Ouais. super que vous ayez pu faire ça Oui, parce que c'est des actions très oui, concrètes. oui. Je confirme, nous étions présentes avec le docteur Pilico l'année dernière et on avait trouvé que la manifestation et la présentation des ateliers de la clinique des orchidées étaient très, très intéressantes. Ça avait bien mobilisé l'ensemble des professionnels du soin, de l'aide à domicile autour de cette thématique. Je vous remercie. Je transmettrai aux équipes votre ressenti. Si vous pensez pouvoir renouveler l'opération cette année? Oui, on va créer quelque chose. Après, on a un petit peu changé de paysage. C'est des nouveaux professionnels sur les diététiciens de la clinique. Donc, on va voir avec elles comment on va l'articuler. Mais je pense qu'on fera des choses autour de nos enjeux sur le périopératoire. On a aussi des choses sur le parcours bariatrique, et la dénutrition au décours du parcours est particulièrement importante. Donc, sur ce plan-là, on va aussi jouer là-dessus. Sur le suivi nutritionnel après chirurgie bariatrique, ça fait partie de nos cœurs de préoccupation. Et un peu plus aussi le lien avec les patients dialysés chroniques qu'on a dans le cadre de la chirurgie vasculaire de façon itérative. Aussi, sur un petit peu ce sur quoi on va centrer les échanges. Et aussi, j'en profite puisque un spécialiste, collègue anesthésiste réa, sur l'intérêt de l'évaluation nutritionnelle sur les scanners pré-op, par exemple, avec le psoas. Est-ce que vous avez une expérience de l'utiliser pour identifier des sarcopénies avant des parcours de chirurgie digestive carcinologique? Est-ce que Alors, vous avez des infos là-dessus? oui, j'ai Quand quelques on n'a pas infos. de marqueur biologique ou de marqueur de poids, mais qu'on a quand même l'impression qu'il y a de la sarcopénie. Alors, en fait, il y a deux choses pour répondre à votre question. La première, c'est est-ce que le psoas suffit? A priori, non. Et la deuxième, Oui. c'est comment je peux faire pour avoir la surface totale. Et là, pour le coup, il y a un logiciel qui a été développé par Grenoble qui s'appelle Audiasp et qui est libre de droit. Donc, il faut que vous vous débrouillez pour le télécharger et puis voir comment il C'est fonctionne. AU ou OD? Non, O, un O. O.
D'accord, ok. ODAS, voilà, ODASP. On a publié dessus, donc vous pouvez le télécharger, à mon avis, assez facilement. Puis si vous avez des soucis pour l'utiliser, celle qui a vraiment été au cœur du sujet, c'est le professeur Cécile Bétry à Grenoble, donc vous pouvez la contacter. Et D'accord. avec ça, on a la surface très très facilement. En fait, le logiciel reconnaît les scanners, il va directement, enfin, il reconnaît la vertèbre L3 et il vous fait la surface. Reste D'accord. après la suite. Et la suite, c'est qu'en fait, pour l'instant, on ne connaît pas les normes. Celle qui a été publiée par la Haute Autorité de Santé, c'est celle qu'on avait dans la littérature qui correspond à un sous-groupe très particulier qui sont des patients obèses sarcopéniques avec un cancer. Donc c'est D'accord. le chiffre qu'on a mis pour les hommes et pour les femmes. On a mis celui-là parce qu'il n'y avait que ça dans la littérature. Mais ce qu'on sait, c'est que ce chiffre, il est probablement faux. Donc là, pour le coup, il y a tout un travail prospectif à faire et je vous encourage à le faire pour voir, vous, à partir de quelle surface ou de quelle surface divisée par la taille au carré, hein, quel index, Mhm. vous avez des complications plus que d'autres parce qu'en réalité, l'outil, il existe, vous avez les scanners. Pour la quantifier, je vous dis, le logiciel ODIASP va vous aider à le faire beaucoup plus rapidement qu'à la main. Mais je ne peux pas aller plus, c'est-à-dire qu'il faut qu'on définisse maintenant les seuils et il y a tout un travail à faire. Donc ça, vraiment, je vous encourage à le faire, j'encourage tout le monde à le faire, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra dire un jour, ben voilà, le risque chez un homme, c'est tant, le risque chez une femme, c'est tant, et peut-être, et probablement même, que ce risque va dépendre de l'âge. Et donc, voilà, avec les muscles, on est toujours un petit peu embêté parce que comme naturellement on en perd en fonction de l'âge, je pense qu'il faudra probablement stratifier ce résultat en fonction de l'âge dans un avenir relativement D'accord. court, j'espère. Et est-ce que ça aurait un intérêt de le calculer dans des parcours de chirurgie bariatrique sur, par contre, par exemple, un TOGD avec un scanner à J1 post-op pour avoir une porte d'entrée Oui, je pense, et peut-être même pour un peu. étayer des données? Voilà, le vrai truc, c'est est-ce qu'il faut le faire à post-op ou en pré-op parce que Oui. en réalité, Après, faire une imagerie que pour ça, c'est peut-être pas, voilà, eh mais c'était ben, oui, mais profiter peut-être. de ces imageries systématiques pour au moins regarder comment ils ont Ouais, ouais, la ouais, je suis tout à surface. fait d'accord, mais peut-être qu'un jour on en fera en préopératoire pour dire vous êtes obèse, certes, mais vous êtes tellement sarcopénique que vous allez avoir toutes les complications. Oui, Et donc, oui, bien sûr. En tout cas, je pense vraiment qu'il y a tout un travail prospectif qui, pour l'instant, était bloqué par le fait que c'était infernal de le faire à la main. Il fallait 20 minutes par scanner. Là, en 20 minutes, vous faites tous les scanners d'une journée hein, et c'est automatique. Donc, vraiment, allez-y. On vous a mis le oui, site. mais je Hein, vais regarder. voilà. Je vais me Euh, mettre en lien avec nos radiologues et je voilà, vais voilà. Et regarder. puis, je veux dire, si vous avez un problème, vous allez vous écrivez au professeur Cécile Bétry. Mais vraiment, il y a plein, plein de trucs à faire avec ça maintenant. Voilà, la boîte de Pandore est ouverte. Bah, ça pourrait être intéressant pour la réunion, Mm, pour avoir une évaluation. mm. Peut-être nous, dans le cadre d'un projet de recherche clinique, peut-être. Oui, Voilà, oui. En à tout cas, voilà, réfléchir. vous avez l'outil et vous pouvez vous en servir. Et après, je ne peux pas vous dire le seuil. Le seuil, il va falloir le fabriquer, le construire, le découvrir ensemble. Très bien, bah, je vous remercie. Et une autre question, bonjour, a-t-on des chiffres de la prévalence de la dénutrition en psychiatrie, pas forcément en lien avec les troubles des conduites alimentaires? Alors, Moi, je- moi, je ne connais pas. Dans la base de données que j'ai sur l'hôpital de Grenoble, sur 15 ans, on est allé à peu près partout, sauf en pédiatrie, en urgence, et en psychiatrie, on n'y est pas allé. Parce qu'en fait, on a, nous, un service de psychiatrie qui est très particulier, qui est centré sur soit les troubles du comportement alimentaire, soit les dépressions très sévères et réfractaires. Et donc, c'est pas représentatif de la psychiatrie en général. Et donc, je ne peux pas répondre à la question, mais c'est une très bonne question. En tout cas, la seule chose qu'on sait, c'est que les dépressifs sévères, ils sont souvent dénutris parce qu'ils ne mangent plus. Donc, il m'est arrivé
d'avoir en nutrition artificielle des dépressifs sévères. Les troubles des conduites alimentaires, bon, ça c'est quasiment évident. Mais dans le général, je dirais, dans les bipolaires et dans les schizophrènes, je ne connais pas de chiffres là-dessus. Donc là aussi, c'est quelque chose à faire. C'est très facile, hein, il suffit d'avoir une balance. Hein. Donc voilà, mais je n'ai pas de chiffres connus. Enfin, moi je ne les connais pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans la littérature. Hein, mais... Alors, il y a un autre retour d'expérience. Bonjour, Andrea Netija, diététicien au Shore. Nous avons également participé sur toute la semaine l'année dernière. Les diététiciennes se sont reliées sur un stand afin d'informer sur la dénutrition à travers les questionnaires parade, calcul d'IMC, handgrip ou encore dégustation de CNO, public touché, patients et soignants. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. C'est vrai que le stand pour informer, c'est une action qui est très efficace et qui se met facilement en place puisque vous pouvez simplement installer votre table et puis mettre à disposition l'ensemble des kits et des outils de communication que vous avez commandés. Donc, ça peut être aussi un bon point d'entrée si vous participez pour la première fois à la Semaine nationale de la dénutrition. Donc, merci pour ce retour. Mais le hand grip, c'est très ludique et les gens aiment beaucoup. Hein. Parce qu'il n'y a pas le côté culpabilisant de venez, on va se peser. Quoi. Nous, on a fait la première année, je me souviens, il y a très longtemps à Grenoble, on avait un stand pour peser les gens. Et c'est très, très étonnant de voir qu'ils ont peur de se peser parce qu'ils ont peur d'avoir grossi. Ils n'ont pas peur d'avoir maigri, enfin en règle générale, mais ils ont souvent peur d'avoir grossi. Et donc, voilà. Tandis que le hand grip, comme ils n'ont pas de référence, et puis que c'est pas culpabilisant, entre guillemets, et le truc, c'est qu'il va falloir qu'on arrête de culpabiliser les gens qui prennent du poids et qu'on arrête de culpabiliser les gens qui en perdent. Hein, je crois qu'il faut juste dire, OK, bah, il y a une variation de poids, à la hausse comme à la baisse, il y a une raison. Il faut qu'on essaye de la trouver et de la corriger. Quoi. Et c'est vrai dans tous les cas de figure, et pour la prise de poids et pour la perte de poids. C'est plus facile de gérer 3 kilos en plus ou 3 kilos en moins que 13 kilos en moins et 30 voire 50 kilos en plus. Quoi. Donc c'est important de se peser, mais il ne faut pas culpabiliser les gens, il ne faut pas s'auto-culpabiliser. Il faut juste dire, OK, ben, pourquoi, comment, on va essayer de comprendre. Quoi. C'est ça la vraie prévention des maladies nutritionnelles. On a une autre question là, je pense elle est pour vous, Eric. Est-ce qu'il y a des pistes de travail pour augmenter le budget lié à la restauration hospitalière? Et je vous promets que si je la connaissais, la piste, je l'aurais déjà empruntée depuis longtemps. En fait, je crois qu'il faut un moment que les administratifs dans les hôpitaux, qui doivent faire des arbitrages, hein, bien sûr, eh ben, il faut qu'ils arbitrent dans le sens que la prise en charge nutritionnelle doit avoir un budget raisonnable et que actuellement on est malheureusement très nombreux en tant que président de clan ou autre à constater que le budget alloué actuellement n'est pas raisonnable. Et ça, il faut un moment accepter de dire la vérité et il faut qu'on arrête de nous balader en disant il n'y a pas d'argent. L'argent, il y en a, il y a juste des arbitrages à faire. Et que, bien sûr, je comprends l'ensemble de toutes les contraintes et les injonctions contradictoires, hein, notamment avec le fait qu'on vous dit qu'il faut acheter du bio, qu'il faut acheter local, qu'il faut... Voilà. Donc, voilà tout ce qu'il faut faire et il n'y a pas d'argent en plus. Il n'y a pas d'argent en plus parce que les autorités considèrent que les hôpitaux, à tort ou à raison, hein, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais considèrent que les hôpitaux ont les moyens d'arbitrer positivement ce poste de dépense. Ce que trop peu font, certains le font, beaucoup d'autres ne le font pas. Donc je crois qu'il faut juste rappeler
aux responsables des achats qu'on a maintenant des textes officiels. Il y en a un qui est sorti la semaine dernière, hein, il y a peu de temps. Alan, vous pouvez peut-être le renvoyer, hein, ce document, qui dit clairement, voilà ce qu'il faut faire, qui ne donne pas l'argent pour le faire, mais qui dit aux gens, voilà, donc il faut nourrir correctement les gens, il faut qu'il y ait des portions qui soient suffisantes pour nourrir les gens, quand bien même ils n'ont pas faim. Donc on ne fait pas des économies sur les volumes. On achète des produits de qualité. Et tout ça est écrit noir sur blanc, entre la loi Egalim, la loi, enfin tout ce qui a été un petit peu imposé. Et il faut maintenant que nos administratifs trouvent l'argent. S'ils n'en ont pas assez, ils le demandent. Ce n'est pas à moi d'aller chercher l'argent, c'est à eux. Et si les autorités considèrent qu'ils en ont suffisamment, il faut qu'ils fassent des arbitrages différents de ceux qui sont faits actuellement. Je ne vois pas comment on peut en sortir. Voilà. Nous, sur Grenoble actuellement, l'achat des denrées alimentaires est à peine plus de 4 € par jour. Et avec 4 € par jour, et avec les augmentations des prix de toutes choses, machin, plus le fait qu'on essaye de mettre un petit peu de bio pour faire plaisir à tout le monde, eh ben, on mange des choses qui sont pas bonnes. Pour pas dire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà, c'est un problème financier. C'est un problème financier. Et c'est aux financiers à le régler. Et pas nous dire, j'ai pas les sous pour, c'est à eux d'aller les chercher, c'est leur métier. Et donc, voilà. Ce qu'il faut, alors il y a Food is Medicine, ça c'est bien, mais il y a surtout Alan, le truc du, je me souviens plus là, où il y avait pour l'EHPAD et puis pour l'hospitalisation. Voilà, c'est ce document-là qui est un document officiel. Food is Medicine, c'est extrêmement intéressant. C'est un article qui a été publié très très récemment dans Nature Médecine qui montre que quand on nourrit correctement des malades à domicile, ils sont aussi mieux, enfin, il y a moins de complications. Voilà. Donc c'est pour ça que les gens disent Food is Medicine, parce que finalement, ils sont mieux traités quand ils sont alimentés en fonction de leur pathologie. Et en fonction de la pathologie, c'est pas simplement forcément manger 5 fruits et légumes par jour. Hein. C'est de se dire, voilà, telle pathologie a tel besoin, et qui n'est pas le même que quelqu'un qui est en bonne santé. Alors, savez-vous si un repas par semaine végétarien... Alors, un par semaine, je ne sais pas. Mais est-ce que le principe de précaution nous autorise à le faire? Moi, personnellement, je me bats sur Grenoble. J'ai interdit pour les patients les régimes végétariens. Nous, on nous impose une journée végétarienne au self de l'hôpital. C'est le mercredi. Je trouve ça scandaleux. C'est scandaleux que les végétariens, on ne leur propose pas tous les jours un menu végétarien, mais qu'on impose un menu végétarien à ceux qui veulent manger du poisson et de la viande. Je trouve ça que là aussi, c'est scandaleux. Il faut que tout le monde puisse faire selon son choix. On n'impose rien à personne. Alors, moi, c'est pas grave, le mercredi soir, je mange du poisson ou de la viande à la maison. Mais les malades, eux, on n'a pas à leur imposer ça. Voilà, Alan vient de vous mettre ma cantine, l'article, voilà. Je crois que c'est celui-là, il faut que je vois si moi je clique si c'est bien le bon truc. Alors pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? On va vérifier, hein, mais sinon je vais... parce que quand je clique dessus, copier le lien, je vais ouvrir une nouvelle. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas pourquoi il veut pas m'ouvrir le lien. Je vais essayer de les envoyer Ouais, en fichier plutôt. ouais.
Oui, ça marche quand même. Le lien, il marche et après, il vous ouvre sur 2 guides. Et donc là, il y a un guide pratique pour la restauration collective. Alors, ça s'appelle Guide pratique pour la restauration collective durable dans le secteur sanitaire. Donc ça, il y a le même pour les EHPAD, Pour le secteur médico-social. Ouais. le secteur médico-social. Et donc, c'est bien rappelé un certain nombre de choses, notamment que la dénutrition, c'était un vrai problème dans ce milieu-là, et que il fallait d'abord mettre la dénutrition au-dessus comment dire, de, de la prévention, on va dire, de la pollution par le fait qu'on mangerait trop de viande et qu'il faut diminuer ça pour diminuer on va dire, la production de CO2 ou de méthane par les animaux. Le problème dans cette affaire-là, il est comme partout avec les slogans, il est qu'il n'y a pas de slogan nutritionnel qui soit applicable à tout le monde. Un jeune qui passe sa vie dans les fast-foods, il mange beaucoup trop mal, il mange trop de viande, il mange trop de tout. Et donc lui, qu'il essaie de faire moins, tant mieux. Mais un malade à l'hôpital à qui on propose des portions, nous on est à 70 grammes de protéines par jour, 70 grammes de protéines par jour, c'est tout sauf trop. D'accord ? Donc diminuer la viande dans ces conditions, ça devient délétère. Donc diminuer la viande, c'est vrai pour ceux qui en mangent trop. En moyenne, en France, on en mange trop, mais c'est une moyenne. Il y a ceux qui en mangent pas assez, principalement les malades, parce qu'ils n'ont pas faim. Donc voilà, il faut faire extrêmement attention à ne pas vouloir être le très bon élève du développement durable et pour cela sous-nourrir les patients. Il faut que les patients passent avant le développement durable. Donc en fait, il n'y a pas d'opposition d'ailleurs, il faut juste être raisonnable. On diminue aux gens qui en mangent trop, on ne diminue pas à ceux qui n'en mangent pas assez. Donc avant de faire quelque chose, on regarde ce qu'on offre aux patients et vous verrez que le 1,2 g par kilo et par jour, il y en a très peu qui l'ont dans l'assiette. Nous, avec 70 grammes, on est à 1 gramme à peu près, puisque la moyenne chez nous, le poids à l'hôpital de Grenoble, c'est 70 kilos. Donc, tous ceux qui sont plus, on est en dessous. Donc, il ne faut pas jouer avec ça parce qu'on risque vraiment d'être trop bas si on applique à tout le monde la même. Si vous mettez moins 10% à tout le monde, ceux qui mangent bien, parce qu'ils ne mangent pas trop, ils vont manger pas assez. C'est pour ceux qui mangent trop. Le slogan, c'est trop. Et quand vous n'avez pas trop, vous n'avez pas besoin de diminuer, quoi que ce soit de la graisse ou de la viande ou du sucre ou tout ce que vous voulez. Donc avant de faire quelque chose, on vérifie que les gens ils sont, entre guillemets, dans l'excès. Quand ils sont normaux, on leur dit bravo, continuez comme ça. Changez rien. Voilà, c'est compliqué. Mais je dis, peut-être que grâce à justement ce texte-là, vous pouvez remonter vers vos décideurs pour leur dire l'État considère que vous avez l'argent pour. C'est la seule chose que je peux vous dire. Et quand on avait été reçu par le conseiller santé de l'Élysée, qui était l'ancien directeur de la DGS, qui était M. Emery, Grégory Emery, c'est ça, Alan Tout à fait. Voilà. Lui, il nous a très bien dit 2 choses. Il nous a dit il faut sanctuariser le budget alimentaire à l'hôpital. Donc, on ne fait pas d'économie dessus. Et 2, les hôpitaux ont l'argent pour le faire. Donc, je ne peux pas vous dire plus que ce que disait l'ancien directeur de la direction générale de la santé. Il avait peut-être tort, je ne sais pas, moi, je ne connais pas les flux financiers. Mais voilà ce que lui, il pense. Bien, en tout cas, merci à tous et à toutes de vous être connectés. Vous étiez nombreux et vous étiez encore plus d'inscrits. Vous allez recevoir donc le replay de ce webinaire automatiquement sur l'adresse mail que vous avez utilisée pour vous inscrire. Et on va également vous envoyer le support de présentation qui a été utilisé.
Je remercie aussi l'ARS La Réunion qui a fait un gros travail pour diffuser aussi ce webinaire parmi ces réseaux. Donc, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter le collectif. On a une adresse mail de contact que je vous remets dans le chat également et qui vous permet si vous avez des questions sur la procédure de commande des kits, sur la procédure de labellisation ou même d'autres sujets, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. On essaie d'être le plus réactif possible. Voilà, donc merci à tous, merci à toutes. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Merci, Merci, au au revoir. revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne Au revoir. journée. Au revoir, merci.